Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la deuxième semaine de Roland Garros. Une semaine qui a tenu à moitié toutes ses promesses, On a eu des bonnes choses et des choses beaucoup moins bonnes avec des matchs qui ont clairement déçu. On va essayer de parler un petit peu de tout, on va parler de la finale évidemment, on va parler des demi-finales notamment parce qu'il faut vraiment que j'en parle. On parlera également de Iga Swiatek très rapidement parce que voilà, vous l'avez certainement vu, elle a marché sur tout le monde. On va parler des grands noms de ce tournoi pour savoir un petit peu ce qu'ils ont fait, vous donner mon avis et aussi se projeter sur la suite parce que là on rentre dans une période d'incertitude totale autour de Wimbledon et autour des Jeux Olympiques avec le favori sur gazon qui ne sera certainement pas là, c'est-à-dire Novak Djokovic, et donc on va commencer avec Novak Djokovic. C'est pour ça que je commence avec la journée du 2 juin. La journée du 3 juin, excusez-moi, avec Novak Djokovic qui s'est imposé contre Cerundolo en 5-7 dans un match que Cerundolo ne doit jamais perdre. Alors, j'ai vu la vidéo de service volé, mais j'ai vu aussi d'autres vidéos, notamment celle de Winamax sur ce sujet, et je vais dire ce que eux n'ont peut-être pas osé dire, ou en tout cas moi je peux me permettre de le dire. Novak Djokovic a, quand il était mené au 4e set et qu'il débreak, on a tous dit la même chose, tous ensemble quasiment, je pense qu'il y a eu vraiment une unité commune pour dire le même terme, c'est « il va gagner ». Sur une jambe, avec un genou en vrac, etc. Moi, je n'étais même pas dans le sujet de est-ce qu'il simule ou est-ce qu'il simule pas. Moi, je pensais bien qu'il ne simulait pas parce qu'il il marchait à peine à un moment. Et si Cerundolo n'est pas capable de gagner ce match, là, dans cette situation, dans cette configuration, eh bien, je vais dire les termes. Le tennis, l'ère du tennis dans laquelle on vit est d'une faiblesse inouïe. Et c'est ce qui s'est produit, il a perdu. Il a perdu face à un Novak Djokovic extrêmement amoindri, qui faisait quand même quelques coups. Alors après, il a pris des calmants et ça allait mieux, etc. Donc il retrouvait son niveau, mais sans calmant, il ne peut pas jouer. Donc déjà, vraie question, comme avec, d'ailleurs, ça a moins fait parler que ce que ça avait fait parler pour Rafa, mais on peut poser la même question, c'est que sans traitement médical, il y a des joueurs presque, parfois, ils ne pourraient même pas jouer tout court. Nadal, ça avait été le cas il y a 2 ans. Et Djokovic, là, n'aurait dû simplement presque déclarer forfait et arrêter en plein milieu du match. Il aurait dû arrêter au 3e set. Il sera obligé d'ailleurs de déclarer forfait le lendemain. Mais surtout, moi, sur lequel je voulais revenir, c'est que normalement, un Cerundolo doit faire courir Novak, voilà, il faut jouer intelligemment, ce qu'il n'a pas fait. Et surtout, il faut gagner ce match. Tu dois gagner ce match. C'est inadmissible qu'il ne gagne pas ce match, surtout que Djokovic avait affronté Musetti quelques heures auparavant, je crois moins de 35 heures avant. Il affrontait Musetti dans un 5-7, en night session, etc. Il était bouilli, il fallait le mettre KO. Et je vous dis ça, il y en a qui me disent c'est parce que tu es un fan de Rafa et que tu es anti-Novak. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite parce que je vais vous le prouver. Si Nadal s'était retrouvé dans la configuration comme celle-ci, Cerundolo se retrouve comme ça, Nadal sur une jambe, etc. Et à la fin, Nadal gagne. J'aurais été heureux pour Nadal. Faites pas de ce que j'ai pas dit. J'aurais été heureux pour Nadal. Mais je vous aurais dit la même chose. C'est que le tennis, le niveau du tennis, le niveau moyen, c'est-à-dire le niveau du top 30, pas forcément, on peut s'intéresser peut-être au top 2, top 3, là on peut peut-être discuter. Mais pour le reste, le niveau est très faible. On est dans une ère faible. Tout le monde le dit, mais tout le monde le dit pas fort. Parce que on veut pas dénigrer notre sport. Et surtout, pour une raison, c'est qu'on veut pas le dénigrer après le Big Free. Parce qu'on a été habitué au Big Free. Oui, mais même, je trouve que là, on perd le sens. Parce que en dehors du Big Free, on a vécu pendant très longtemps avec des Stanislas Wawrinka, des Andy Murray, des John Isner, moi que j'aimais pas trop, mais ça existe, des David Ferrer, des ce que vous voulez, il y avait des dizaines de joueurs dans le top 10, même la génération des Français qu'on critiquait énormément, les Tsonga, les Monfils, qui aujourd'hui sont quasiment à l'arrêt, faisaient souvent des quarts, des demi, pas loin, etc. C'était intéressant. Là aujourd'hui, si on s'enjaille pour un Corentin Moutet, c'est le plus loin qu'on puisse faire. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut dire les choses telles que je les vois. C'est que, je disais à l'époque, et j'avais lu ça, c'est Christophe Ajus qui l'avait dit dans un... Alors, ça concerne le catch, mais je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo ici, mais je vais peut-être le redire. C'est pour que les vieux s'en aillent, alors dans le catch c'est un cas particulier, mais ça marche quand même. Pour que les vieux s'en aillent, il faut que les jeunes ils prennent la place et qu'ils les foutent dehors. Ils les foutent dehors, ils leur cassent la gueule quoi. Alors attention, il y a une violence là-dedans, mais qu'ils leur cassent la gueule. Si les jeunes ne sont pas capables de sortir des Novak Djokovic sur une jambe, des Rafael Nadal qui sont parfois sur une jambe, etc. Là par exemple, quand Alexander Zverev a sorti Rafael Nadal, j'étais très triste, vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais très triste. Et pour autant, j'étais content qu'il l'ait sorti avec ce niveau de jeu là. C'est-à-dire avec un Alexander Zverev au service, debout sur la table, et qui sort un Rafael Nadal
qui n'avait pas les moyens de faire mieux que ce qu'il faisait là, qui était déjà très bien par rapport à ce que moi j'avais vu dans la préparation, enfin en tout cas avant le tournoi, mais ça suffisait pas, et ça n'a pas suffi. Il n'a pas craqué, il n'a pas fait des trucs mentalement on comprend pas, non. Et là, les autres joueurs, quand ils tombent sur des Djokovic, ils nous font, et même contre Nadal à l'époque, ils nous font des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils se plantent, ils ne font pas les bons choix, d'un coup ils deviennent mauvais, ils deviennent médiocres. Et c'est pas bien ça. C'est pas bien parce que ça dévalorise le niveau moyen du tennis mondial. Et ça, c'est très inquiétant pour la suite parce que ça veut dire qu'une fois que Djokovic et Nadal se seront arrêtés, et Nadal on sait que ça va pas traîner, et Djokovic on sait pas, là il se fait opérer, est-ce qu'il va pouvoir revenir, on n'en sait rien, mais mettons qu'on soit à la fin de leur carrière, j'ai peur qu'on vive une période de vache maigre, une période difficile pour le tennis. Alors bien sûr, moi je vais quand même kiffer parce que je vais parler de la finale tout à l'heure, mais j'ai passé une excellente finale. J'ai vu que tout le monde n'était pas d'accord, il y a plein de gens qui ont été déçus aussi. Franchement, mais quand j'ai vu la demi, oh là là, les deux demi, ça a été abominable, on en reparlera tout à l'heure. Mais là, Novak Djokovic ne devait jamais gagner ce match et il l'a gagné. Bon, au final, il finit par déclarer forfait, ce qui ouvrait donc un nouveau gagnant pour Roland Garros, obligatoirement. Ça a permis aussi à Jannik Sinner de devenir numéro 1 mondial, mais sans battre Novak Djokovic à Roland Garros, ce qui était un peu décevant pour certains, où on sent que Novak se fasse sortir. Oui, c'est décevant. Ceci étant, je pense que Sinner l'aurait sorti sans aucun problème. Donc il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de regret à avoir. Sinner aurait été meilleur, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'il aurait été meilleur. Il était bien plus en jambes que ce qu'était Djokovic. Djokovic, franchement, il a fait un bon tournoi quand même, hein, parce que par rapport à ce qu'il nous avait montré jusqu'à là, c'était pas terrible. Hein. Donc là, il nous a remontré beaucoup de motivation, de la hargne, de la détermination. C'est des choses qu'on aimait bien, et on sait qu'il y a les JO qui arrivent. C'est quand même son échéance principale. C'est sûr que s'il ne peut pas s'y aligner parce qu'il s'est pété le genou, alors là, ça va être la catastrophe. Après, il s'est fait opérer très vite. On l'a vu debout. Enfin, tu vois, il avait l'air d'avoir bien vécu l'opération. Donc attention, parce que le Serbe, on n'est pas à l'abri qu'il revienne extrêmement vite. Ensuite, le match qui pour moi a été un des matchs les plus importants de cette journée-là, c'était donc pas le Novak Djokovic, même s'il était important. C'était le match d'après avec Alexander Zverev qui a affronté Holger Rune. Un match qui, clairement, a été d'une importance capitale. Holger Rune qui est allé jusqu'au 5e set avec Alexander Zverev. Un match décousu, un match difficile, mais qui était formidable. Formidable. Franchement, c'était un régal, un pur régal. C'était le match à voir sur cette quinzaine quasiment. En tout cas, ça fait partie des gros matchs que j'ai adoré. Aussi, le Djokovic-Musetti a été extraordinaire. Je ne vous l'ai pas dit, mais d'ailleurs, Corentin Moutet s'était fait sortir aussi juste avant. Corentin Moutet qui a fait vraiment l'animation pour le côté français, bravo à lui. Ceci étant, Corentin Moutet, moi j'ai pas eu un enthousiasme énorme, j'ai eu un bel enthousiasme parce que j'étais content de voir un Français aller un peu plus loin, mais très clairement quand il a buté contre Sinner, j'ai envie de dire la logique a été respectée. Alors il a dit que le public l'avait pas soutenu comme d'habitude et que ça avait joué, et que s'il avait joué dans un autre cours, peut-être qu'il aurait fait mieux. Moi je pense qu'il se ment à lui-même, il aurait pas fait mieux, il aurait peut-être eu par contre une ambiance plus folle et puis etc. Mais Sinner n'aurait pas été perturbé par ça, on le voit bien, il n'est pas perturbé par ce genre de truc, même si on en reparlera pour les demi-finales. Voilà. Ensuite, ah oui, ce journée-là aussi, c'était passé ça aussi, Daniil Medvedev qui se fait sortir. Et moi je disais, la dernière review que j'avais fait, c'était Daniil Medvedev, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est un joueur qui, justement, quand il a des mauvaises conditions pour jouer, ça va être cool. Parce que il avait gagné Rome dans ces conditions-là, et lui-même, il se fait sortir par lui-même, on avait parlé au micro de France Télé, et c'est Dominor qui le sort, grosse surprise. Et alors bon, le match, franchement, très correct, mais j'étais extrêmement surpris et un peu déçu. Ensuite, on est passé à la journée du mardi avec une journée à peu près correcte, avec Jannik Sinner qui s'impose, Carlos Alcaraz qui s'impose dans un match qui était le guêpier pour moi contre Stefanos Tsitsipas, qui est vraiment sur sa surface de prédilection. Et là, on a vu que Stefanos n'avait absolument pas du tout, mais pas du tout, les armes pour embêter quelqu'un comme Carlos Alcaraz. Il s'est fait manger, c'était absolument terrible pour lui. Et franchement j'ai eu de la peine parce que je pense que c'est la fin du revers à une main qui est capable de gagner des grands chelems. Je pense que là on a vu à quel point c'était extrêmement difficile pour des joueurs avec ce style là de pouvoir s'imposer contre ces joueurs là. Ensuite on passe à Alexander Zverev qui va sortir de Minor. Pour moi c'était logique. Alexander Zverev s'impose, en plus c'était difficile, le public n'est pas avec lui, hein. Le public n'est pas avec lui, il se fait huer tout le temps, etc. par les faits extra-sportifs qu'on lui reproche. D'ailleurs, petite précision, donc le procès s'est terminé, il y a eu un accord avec son ex-conjointe évidemment,
qui donc a accepté cet accord. Et je constate que sur Twitter, les gens sont beaucoup plus sévères que la justice et que les parties plaignantes de l'affaire. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus sévères que ce que font les principaux intéressés, c'est-à-dire l'accusé et la plaignante, ce que je trouve assez étonnant. Alors après, on peut parler de la question de l'argent. Oui, sauf que ça veut dire qu'on estime qu'il y avait une faute à réparer. Cette faute n'est pas allée jusqu'au son terme en plus parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, donc ça veut dire en plus, pour moi, c'est terrible pour lui parce que ça veut dire que tu ressors de là en étant coupable ou pas coupable, tu ressors de là, c'est terminé. Tu n'as même pas la possibilité que tu puisses avoir un non-lieu. S'il avait eu un non-lieu, de toute façon, les gens lui auraient craché dessus quand même. Parce qu'il faut le savoir, on ne croit pas à la présomption d'innocence sur ces faits-là. C'est-à-dire que même si tu n'es pas condamné, t'es mort. T'es mort, on le voit bien avec les sujets. Si tu es condamné, parce qu'il aurait pu être condamné, là, terminé. Mais s'il n'était pas condamné, ça n'aurait rien changé. Et là, il se retrouve dans une condition qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'est ni condamné, ni pas condamné. Il a juste passé un accord, ce qui, pour certains, prouve sa culpabilité, ce qui, dans le droit pénal, n'existe pas. Et donc, il s'est fait vraiment, on le voit, il s'est fait démonter, il s'est même fait démonter pour le jeu de la finale. Je l'ai vu sur Twitter énormément, les gens étaient hyper contents que Carlos Alcaraz soit debout sur la table face à lui et ils voulaient absolument le voir gagner. J'en parlerai tout à l'heure parce que je suis du même camp, sauf que pour moi, j'adore Alexander Zverev. J'adore Alexander Zverev, j'ai été dégoûté de le voir pleurer quand il s'est cassé la cheville et les gens l'ont oublié. Alors évidemment ils l'ont oublié parce que ça pour eux c'est la seule image qu'ils ont, etc. Mais moi personnellement c'est un joueur que j'ai vu jouer aussi à la finale de l'US Open et que j'ai vu perdre. C'est un joueur que j'aime bien, voilà, moi je suis honnête, moi je l'aime bien. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est plus populaire de dire ça mais je m'en fous parce que je me fais cancel dans 15 ans, c'est pas grave, peut-être même dans une semaine, c'est pas très grave. Mais Alexander Zverev c'est pas un joueur qui mérite de la mise à mort médiatique à cause de ça. Je ne suis pas d'accord avec ça et surtout c'est un joueur, je l'ai vu galérer, je l'ai vu revenir, je l'ai vu reprendre après une lourde blessure. Il était à la rue l'année dernière et là il a bien repris, il a repris la saison sur terre battue. Franchement, on ne savait pas trop ce que ça allait donner et franchement, il est monté en puissance à Rome et là, je vous spoil tout de suite, il va arriver en finale à Roland Garros. C'était, non, moi je suis très très content pour lui, n'en déplaise aux rageux, n'en déplaise aux gens qui vraiment ne l'aiment pas. Quand je l'ai vu, mais vraiment perdre, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la demi quand Rafael Nadal affronte Alexander Zverev où je vous avais dit que le match était incroyable et exceptionnel et vraiment j'ai été content pour lui, surtout qu'il avait battu Nadal pour moi. T'as battu Nadal, tu dois gagner. J'étais même là, moi j'étais dans cet esprit là de se dire il a battu Nadal, pour moi il a fait le truc le plus difficile du sport. Battre Nadal, même si c'est des conditions particulières à Roland Garros, il mérite de gagner, point, le sujet est terminé. N'en parlons pas pendant 15 jours, le sujet est terminé. Bon, au final, le sujet n'est pas terminé parce que il y en a d'autres et il y en a d'autres qui auraient certainement battu Nadal aussi dans le tournoi sans aucun doute. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, on se retrouve avec le match de Carlos. Non, attendez, j'ai sauté une journée, excusez-moi. Donc avec la demi-finale. Carlos Alcaraz qui va affronter Yannick Sinner et on va avoir Alexander Zverev qui va affronter Casper Ruud. Les deux demi-finales, parlons-en tout de suite, ce fut une catastrophe. Une catastrophe. Un accident de la route. C'était... j'ai pas parlé de la pluie évidemment. Avec la pluie, les gens qui ont fini avec les night sessions, la pluie, enfin bref. Le tournoi, mais bon, j'ai vu des gens dire ils ont désavantagé Novak, ils ont des machins. Mais sauf qu'en vrai, je sais même pas comment le tournoi a réussi à arriver à son terme le dimanche, dans les temps, etc. Tellement le bordel. On n'a jamais eu autant de pluie, mais même je vous parle chez moi, il pleut depuis, j'ai pas pu profiter de ma piscine, ni faire de barbecue, enfin c'est absolument incroyable quoi, je veux dire, il pleut dans ce pays, c'est incroyable. Non mais vraiment, mais c'est beau, c'est très beau, on en a besoin, je sais que nos nappes phréatiques en ont besoin, etc., il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il peut pleuvoir, c'est formidable. Franchement, quand est-ce qu'on monte l'Arche de Noé? Très prochainement, parce qu'il va falloir s'y mettre. Je sais pas, je peux faire une référence comme ça, ou c'est compliqué? Bon, je ne sais pas, en tout cas je le fais quand même, c'est pas grave. Bref. Carlos Alcaraz qui sort Sinner. Tu te dis, oh là là, Carlos Alcaraz Sinner, le match de l'année, asseyez-vous, sortez le popcorn. Oh, quel massacre. Alors ça fait 5-7, mais le 5-7, mais il a été abominable. Abominable. Carlos Alcaraz jouait bien, Sinner jouait pas bien. Sinner jouait bien, Carlos Alcaraz jouait pas bien. Et ça a duré tout le match. Il n'y a jamais un moment, et même quand on dit jouait bien, il y avait très peu de points, c'était nul. C'était nul. Au service, pas machin. Oh là là, mais franchement, si vous n'êtes pas des passionnés de tennis, là, les 4 heures passées là-devant, là, oh là là, mais c'était chiant de chez chiant. Alors ouais, il y a un 5-7, mais c'est un 5-7
Jamais vous le reverrez cette purge. Jamais. Et c'est un niveau de demi-finale. Alors j'ai vu, pareil, service volé qui dit... Franchement, rendez-vous compte, il faut que vous compreniez, c'est plus le Big Four, c'est plus le Big Three, etc. Faut quand même passer à autre chose. C'était correct. C'était pas correct. Oh, c'était pas correct. La finale que j'ai vue, elle était très correcte. Là, elle était très correcte. Ah oui. Là, ceux qui disent que non, alors attention, il y a eu des fautes, il y a eu beaucoup de fautes. Mais par contre, il y a eu du beau jeu. Il faut arrêter, il y a eu du beau jeu, des amortis, etc. Bon, je vais pas spoiler sur ce que je vais dire sur la finale. Mais franchement, là, il n'y a rien. Quel point tu vas garder en mémoire de ces trucs-là? Il n'y en a pas. Mais pire, l'autre demi. Oh là là. Tu te dis Alexander Zverev contre Casper Ruud. Casper Ruud qui a fait déjà 2 finales, qui s'est tapé Djokovic et Nadal. Le pauvre gars, quoi. Le pauvre gars, le mec, vraiment, il est condamné, quoi. Il tombe contre Zverev. On va pas se mentir, Zverev, c'est ni Novak, ni Nadal. C'est bien. Franchement, c'est très bien comme match-up. Il peut aller en finale et il sait qu'en finale, il tombera pas sur Nadal et Djokovic. Il tombera sur Carlos Alcaraz ou Sinner, mais là, il savait déjà que ce serait Carlos Alcaraz. Bon bah super, tu te dis que là, s'il y a une chance à saisir pour un Casper Ruud d'enfin gagner Roland Garros, après avoir fait 2 finales, et d'être tombé contre les monstres absolus de notre sport, ah bah c'est le moment quoi, il faut le faire maintenant quoi. Et là, il a mal au ventre. Sans déconner sur ma vie, il a mal au ventre. Et démontada. Une démontada, mais... Alors, attention, il y a quand même eu 4-7, hein, avec un premier set extrêmement bien mené par Casper Ruud, et après il s'est fait marcher dessus, 6-2, 6-4, 6-2, enfin bref, c'était une catastrophe. Alexander Zverev lui a marché dessus, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas eu match, et quand vous regardiez le match, il y avait pareil, aucun point. En plus, Alexander Zverev, il a un style où il sert et très bien, et s'il sert très bien et que l'adversaire ne fait rien, et ben en gros, le match n'est pas passionnant, ça arrive. Et donc là, j'ai dit, oh là là, mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et j'ai vu le match se dérouler, j'ai vu le match se prolonger. Je me suis dit, ça va être une purge. Et bah c'était moins pire que même l'autre demi qui a duré 5-7. Pour vous dire, j'ai trouvé moins pire. Mais franchement, d'ailleurs, l'arène était vide pour la demi. Bon, ça c'est scandaleux, hein, quand tu sais le prix des places, quand tu sais que c'est mon rêve d'aller à Roland Garros. Le jour où je deviens un influenceur, s'il vous plaît, invitez-moi à Roland Garros, s'il vous plaît. Le jour où je deviens un influenceur, s'il vous plaît. Rien que pour ça, je veux le devenir. Bon, blague à part, mais moi, parce que moi, par contre, moi, si vous m'invitez, je serai sur ma chaise toute la journée. Il n'y a pas de problème, hein, je bouge pas. Là, il n'y avait personne. Mais quand je dis qu'il n'y avait personne, sur la deuxième demi, le stade était vide. C'est un truc de fou. Quand tu sais que c'est le rêve de énormément de gens de venir à Roland et que là, il n'y a personne pour une demi-finale de Roland. Oh, faut arrêter les conneries, oh les petits fours, ça va 2 minutes, hein. Non mais c'était honteux, c'était scandaleux, bref, on va pas en reparler, mais je suis désolé. À ce qui paraît, Amélie Mauresmo a dit ouais, on pourrait donner de la place à quelqu'un, par exemple qui est de l'extérieur, on le fait venir. Mais par contre, attention, si l'autre il revient, il récupère sa place. Ah non, mais moi on fait la règle du chasse, qui perd sa place, qui va à la chasse perd sa place, excusez-moi, je rate la référence, je rate la vanne. Mais si jamais t'as quitté ta chaise pendant plus de 30 minutes, hop, ta chaise est remise en jeu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah non, mais là, faut prendre des décisions radicales, faut arrêter, faut prendre du radical. Si t'as bougé de ta chaise pendant 30 minutes, parce que je suis désolé, mais pour aller aux toilettes, si t'as besoin de plus de 30 minutes, ça veut dire vraiment que t'as des problèmes de vessie. Si t'as besoin de plus de 30 minutes, c'est terminé, hop, ta place, on prend n'importe quel mec qui aura envie d'aller. Vous prenez un mec dans la rue, si jamais un mec qui est là, j'en sais pas, un mec qui a pris un autre cours, j'en sais rien, peu importe, et vous le faites venir. Mais sans déconner quoi. Ah non mais franchement, alors à ce qui paraît, il y aurait eu plus d'incivilité ou je sais pas quoi, si jamais on avait fait ça, machin. Bah ouais mais le stade vide c'est nul. Oh, c'est vraiment mais pitoyable, pitoyable, j'imagine même pas. Alors bien évidemment vous allez me répondre, si ça avait été Rafa en demi-finale, évidemment il n'y aurait pas eu une chaise de vide. Il n'y avait pas une chaise de vide pour la finale, il n'y en avait pas une. Enfin, je vais pas regarder à exactitude, mais là l'affiche était belle, etc. Les gens sont venus. Mais quelle honte, quelle honte. Bref, donc les demi, mais j'ai été déçu. Parce que là, en plus, ça a duré longtemps, parce que les matchs ont duré quand même 4-7 et 5-7. Ça a duré jusqu'au Qatar. Pour voir un spectacle pareil, je me suis dit, franchement, ça fait de la peine pour le tennis. Pareil, là, c'est censé être presque le top 4 un peu. Alors, Casper Ruud est moins bien classé. Mais Sinner, Alcaraz, Zverev, bah, c'est simple. Hein, tête de série numéro 2, tête de série numéro 3, tête de série numéro 4. Point, le truc est terminé. Voilà, au revoir. Il manquait Djokovic un peu dans le quatuor. Et globalement, vous aviez un peu la crème de ce qu'il y a en ce moment. Alors, je sais, ils étaient diminués. Enfin, en tout cas, ils diminuaient. En tout cas, pour Casper Ruud, oui. Pour les deux autres, c'était du grand n'importe quoi dans le match Alcaraz-Sinner. Mais quelle déception! Oh là là, mais quelle terreur, quoi! J'étais extrêmement déçu, mais on passe maintenant à la finale. Et maintenant, la finale. Alcaraz contre Alexander Zverev. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'aimais beaucoup Alexander Zverev. Et pour autant, je vous le dis tout de suite, moi, j'avais envie de voir Carlos Alcaraz gagner. Hein. J'adore Carlos Alcaraz. Et quand tu le vois jouer, c'est le tennis, Carlos Alcaraz. Ah ouais. Ses déplacements.
ses amortis, ses coups droits long de ligne, il sait tout jouer, il sait déjà tout faire. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein. Notamment au service. On voit qu'au service, Carlitos. Après, il faut le dire aussi, Alexander Zverev est un des meilleurs serveurs du circuit. Et ben, je l'ai vu relancer des balles. Je me dis, mais waouh, mais comment il rattrape ce truc-là, quoi. T'as l'impression que c'est le service, il est super beau et Carlos Alcaraz était sur la balle. Bravo, bravo, bravo. Il se déplace vite. Ben voilà. C'est génial de le voir jouer. De le voir jouer à ce niveau-là, à son âge, avec déjà toute son intelligence de jeu. Alors il est très bien coaché, il faut le dire, il y a beaucoup de coaching pour Carlos Alcaraz, mais c'est pas grave, c'est comme ça aujourd'hui. Et surtout, mais franchement, je l'ai trouvé dans la tête. Il a eu des périodes de moins bien, il est remonté à cheval, il est remonté dans le truc. Et puis, si je compare avec les deux demi, le nombre de moments, de points où t'es, mais waouh quoi, quand tu vois comme ça, t'es... Où le public fait tu vois, parce qu'on touche les lignes, parce qu'on joue avec du rien, parce que c'est formidable. Un 5-7, mais là c'est un vrai 5-7, c'est pas un 5-7 Sinner Alcaraz. Non, là c'est un vrai 5-7 où les deux se rendent coup pour coup, où les points sont disputés sur le service de Zverev, sur le service de Carlos Alcaraz. C'était un match génial, franchement génial. Ah, les demi-finales, mais rien à voir. Comparons ce qui est comparable. Carlos Alcaraz, déjà moi ce que j'ai adoré, c'est le début du match. Où les deux, on les a sentis stressés. On a senti du stress, on a senti que ça a été difficile pour démarrer, tous les deux perdent leur mise en jeu. Et puis, après, on commence à voir un Carlos Alcaraz qui joue très bien. Et un Alexander Zverev qui n'a pas son service comme il a d'habitude, il fait beaucoup de fautes. Et on sait que c'est son point fort. Donc quand il n'a pas son service, et surtout, alors moi je dis qu'il l'avait pas, moi je dis qu'il l'avait quand même. C'est juste qu'il avait en face de lui quelqu'un qui retournait, mais des trucs de malade. Je trouvais qu'il retournait des trucs de fou. Mais aussi parce que Carlos Alcaraz était extrêmement bien positionné pour attendre le service. Et il nous a fait des amortis, il nous a fait des coups de longue ligne, etc. qui étaient formidables. Et Alexander Zverev, au début, et pendant un long moment, notamment au deuxième et troisième set, il y a des amortis, il va tenter. Et il va, il va en réussir énormément. Énormément. Des coups que, à un moment, il ne réussissait pas tellement. Et Carlos Alcaraz, ses coups longs de ligne, ses coups qui font mal, ses coups tueurs, il va pas réussir à les passer, pardon. Des fois, il va les lancer dans le court, des fois, ça va passer de justesse, mais des fois, voilà, on sent que c'est pas réglé comme il faut, ça se dérègle. Et puis alors, je le trouvais, alors je le trouvais pas emprunté, mais je le trouvais inquiet, Carlos Alcaraz. Et puis on a commencé à comprendre, il s'est commencé à se faire manipuler. Et là, on voit manipuler peut-être à cause d'une crampe. Ça veut dire qu'il y a encore du stress. Alors, il y a un côté touchant de voir ça. C'est-à-dire Carlos Alcaraz, qui a déjà gagné 2 grands chelems, qui va potentiellement gagner un 3e à ce moment-là, il a du stress. Mais il va falloir qu'il apprenne à le gérer. Je pense que son entraîneur, là, il faut vraiment bosser là-dessus. Alors moi, ce qui me paraît dingue, c'est que là, de se dire qu'il est capable de cramper là. Mais quand il a affronté Novak Djokovic à Wimbledon, et il a fait un tie-break et tout, enfin, un match de malade mental, là, par contre, il n'a pas crampé, il n'a pas stressé. Ça me paraît dingue. C'est-à-dire que là, dans un match avec Zverev, il stresse. Dans un match avec Djokovic à Wimbledon, il ne stresse pas, mais c'est quoi ce gout absolu ce mec? Bref, mentalement, il faut remettre l'église au milieu du village. Ça reste Alexander Zverev, c'est pas Novak Djokovic sur le center court à Wimbledon. Moi, je stresserais bien plus d'aller là-bas que d'aller là. Bon, ça me semble, enfin, personnellement en tout cas. Et c'est vrai qu'il était, voilà, on sentait il y avait du stress, mais on l'a vu dès le début qu'il y avait du stress. Et donc il s'est fait manipuler 2 fois. Ça semblait pas être une blessure, hein, parce qu'on l'a vu galoper, on l'a vu machin, on voyait bien qu'il n'y avait pas de blessure. On voyait juste que c'était quelqu'un qui avait du stress. On le sentait, c'était dur quoi. Mais je pense qu'Alexander Zverev, il en avait aussi. Hein. Sauf que il a appris et voilà. Et puis, je pense, alors il y a 2 explications. Je pense qu'Alexander Zverev, il a payé quand même le fait d'avoir eu des matchs en 5-7 dans ce tournoi, d'avoir dû commencer extrêmement fort avec Rafael Nadal, ce qui fait qu'il n'a pas pu monter en puissance. Il a dû être très très fort dès le début. Et je pense qu'il s'est beaucoup épuisé. Je crois qu'il avait joué 3 ou 4 heures de plus que Carlos Alcaraz pour atteindre la finale. C'est beaucoup. Et je pense que ça s'est un peu vu sur la fin, surtout dans le dernier set, où il semblait dépassé. Voilà. Le 4e encore, il était dedans. Il se fait quand même battre et Carlos Alcaraz revient. Il revient notamment parce que il est moins stressé. Il reprend un peu la possession de ses moyens et de son corps. Il revient, il reprend le dessus et il remporte le 4e set. Et là, il y a le 5e set. Et on s'attend un peu à que ça monte. Et c'est le cas, il y a des très jolis points, mais voilà, Carlos Alcaraz prend vraiment le dessus et ça se termine donc avec ce score de 6-3, 2-6, 5-7, pardon, 6-1, 6-2 pour Carlos Alcaraz à la fin.
avec 2 sets qu'il a bien maîtrisés à la fin. Mais j'ai adoré tous les sets de ce match qui ont été de qualité variable mais qui n'ont rien à voir avec la qualité des 2 demi-finales. Je suis désolé, pour moi c'est incomparable. Carlos Alcaraz a joué fort, il a été bon, il a été percutant. Je suis très content qu'il ait gagné. Que ça laisse pas de doute par rapport à ce que je vous ai dit sur Alexander Zverev. Même si par contre je maintiens ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'avoir battu Nadal, c'était déjà un exploit. Et s'il gagnait, je trouvais que c'était très beau. Parce qu'il y avait un côté où franchement, tu bats Nadal, tu gagnes, bah ouais, bravo, c'est mérité quoi. Enfin, voilà. Mais c'est le Nadal de ce qu'on voit là. Et j'étais hyper content de voir Carlos Alcaraz gagner. Parce que pour moi, c'est le tennis qui gagne. Quand je vois Carlos Alcaraz, franchement, on est fasciné. Fasciné par un joueur avec une telle main à son âge, c'est extraordinaire. Avec une telle grinta, il prend du plaisir à jouer. Alors à un moment, justement d'ailleurs, le moment où il a commencé à être dans le dur, on voyait qu'il prenait moins de plaisir. Mais que dès qu'il reprend le plaisir, qu'il a le sourire, qu'il est le machin, c'est formidable. C'est formidable. C'est un joueur qui va nous faire aimer le tennis pendant les 20 prochaines années. C'est fou, les Espagnols nous ont pondu un Rafael Nadal qui a gagné, surgagné pendant des années. Et là, bah, tu te dis que peut-être qu'on va peut-être faire quelque chose. Et bah non, c'est il nous repond en espagnol et qui va certainement, il va manger plein de choses. Carlos Alcaraz, il a 3 grands chelems. Il a 3 grands chelems. Vous imaginez, il en a autant que Stan Wawrinka et Andy Murray à leur âge. C'est-à-dire à leur âge maintenant. Alors oui, ils sont tombés avec les trois monstres. Mais Carlos Alcaraz, il va se régaler. Il va se régaler. Évidemment, faut pas oublier Sinner, faut pas oublier Medvedev qui est bien meilleur sur dur. Faut pas l'oublier, hein, attention, hein, ils seront là pour l'US Open, ils seront là pour l'Open d'Australie. Ces gens-là, ils seront là. On pense à Djokovic, faut surtout pas l'enterrer. N'enterrez jamais Djokovic, hein, règle numéro 1 du sport. On n'enterre jamais Novak Djokovic. Il a déjà annoncé qu'il voulait faire 30 grands chelems, donc ne vous méfiez-vous, méfiez-vous comme la peste. Il va pas s'arrêter aussi vite. Même si par contre, je pense que là, s'il joue pas les Jeux Olympiques, s'il n'est pas en capacité, ça va être un coup sur le crâne qui va être terrible, terrible. Et justement, je voulais terminer. Bon, bravo à Carlos Alcaraz, c'est mérité. C'est parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont tenu des propos pour Alizé Cornet. Moi, je peux comprendre parce que quand elle a dit, ouais, je préfère que ce soit Carlos Alcaraz qui gagne pour plein de raisons par rapport à Alexander Zverev. On peut donner n'importe quoi derrière ce qu'elle vient de dire, ça engage à tout. On peut penser à l'extra sportif, on peut penser au sportif. Moi, je peux comprendre qu'on te dise même juste sportivement, qu'on préfère Carlos Alcaraz. Oh bah ouais, bah c'est bien plus beau. Parce qu'évidemment, il y en a un, bah, il mise beaucoup sur son service, il y a des beaux déplacements, certes. Mais quand tu vois Carlos Alcaraz, c'est sublime. Ah ouais, mais c'est génial. Et qu'on vienne pas dire, c'est quelqu'un qui a vu peu de matchs. J'en ai vu énormément des matchs. Ça fait 12 ans que je regarde, même plus, ça fait 15 ans que je regarde du tennis et que j'ai vu des matchs exceptionnels et que j'ai vu des choses folles. Mais juste le voir jouer, c'est un bonheur. Franchement, faites pas vos aigris. Oui, ok, c'est pas le Big Free. Et alors, Carlos Alcaraz, il est génial. Faut en profiter parce que c'est vraiment super. Mais je voulais revenir maintenant sur la nouvelle période qui va s'ouvrir. Il y a les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que quand tu vois que Rafael Nadal contre Alexander Zverev, et un Alexander Zverev qui était vraiment excellent, et ben il lui a bien tenu tête. Tu te dis que peut-être que les Jeux Olympiques pour Rafael Nadal, c'est pas improbable. C'est pas si improbable que ça. Alors, pas une médaille d'or, mais une médaille de bronze. Tu sais, je veux dire, pour moi, il a montré qu'il était dans le top 4 des joueurs sur terre battue sans aucun problème, probablement. Franchement, hein, c'est possible en tout cas. S'il est à ce niveau-là et qu'il est vraiment à ce niveau-là, attention, hein, ça va s'accrocher les amis. Hein. Donc, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas voulu annoncer sa retraite, il n'a rien voulu annoncer, etc. Parce que il s'ouvre la porte à rien, parce qu'il se rend bien compte que qu'il y a peut-être quelque chose à jouer, tout le monde n'est pas toujours dans les meilleures dispositions, et qu'il y a moyen peut-être de faire quelque chose sur ce tournoi. Parce que pour moi, si on exclut ce Big Four qu'on a eu là des 4 finalistes, avec Casper Ruud qui est vraiment sa spécialité, Stefanos Tsitsipas qui est pour moi sa spécialité sur terre battue, et puis bah voilà, on va dire Sinner, Alcaraz, voilà, et puis bon, Zverev évidemment, mais tu vois, t'as un petit top 5 comme ça de joueurs, bah, c'est bon quoi. T'as vraiment des joueurs, en dehors de ça, Nadal peut très bien essayer de remporter les Jeux Olympiques. Mais je voulais revenir sur un point, c'est que là ça va ouvrir un Wimbledon sans Djokovic. Alors qui va gagner sur gazon? Et Sinner est-il capable de le faire? Bah, c'est possible, c'est un des meilleurs sur gazon, il était pas loin de bien tenir tête à Novak Djokovic qui marchait sur tout le monde, donc je pense qu'il peut vraiment se dire qu'il y a un coup à jouer, bien plus que sur sa battue. Carlos Alcaraz, lui, bah, il a son titre à défendre, donc il va tout donner. Donc on peut très bien avoir un Carlos Alcaraz-Sinner en finale, et peut-être une finale où enfin on verra vraiment le vrai Yannick Sinner et le vrai Carlos Alcaraz ensemble en même temps pour nous faire une dinguerie. Là, c'était pas le cas. Donc attention, ne les condamnez pas tout de suite. Et puis, Zverev, à quel point ça va le démolir, d'avoir perdu. Il a fait perdu à l'US Open, il repère là, il a toujours pas de grand chelem. Pour moi, il les mérite. Il le mériterait un grand chelem. Faut arrêter, il le mériterait. Franchement, c'est un joueur, on peut dire ce qu'on veut. Alors oui, par contre, c'est une tête de con, hein, on le voit sur les... Voilà, il va vérifier les marques, il va machin.
Mais voilà, tout le monde n'est pas lisse non plus. Daniil Medvedev, il gueule tous les jours et je vois pas les gens non plus sortir des drapeaux en disant Daniil Medvedev, machin, etc. Les gens le trouvent marrant. Donc voilà, j'ai trouvé. Après, souvent en plus, il fait sortir sa frustration. C'est comme Djokovic qui fait sortir sa frustration sur son clan, alors hurler dessus, etc. Bon, Zverev, c'est sur l'arbitre. Franchement, c'est du pareil eux-mêmes, hein, vous trompez pas. Hein, ils ont besoin que ça sorte, quoi. Tu sais, que ça reste pas dedans, quoi. Il faut que ça sorte. Alors, est-ce que c'est si grave? Mais je crois pas que ce soit si grave. Franchement, vous inquiétez pas, c'est pas si grave. Tout le monde n'est pas Rafael Nadal. Tout le monde n'a pas la classe de Rafael Nadal qui est toujours quand même. Même si Rafael Nadal, quand tu lui prenais pour le temps, etc., il n'était pas jouasse non plus. Hein, donc, faut se méfier. Bref, donc on va avoir un Wimbledon, pardon, peut-être très ouvert, parce que forcément quand il y avait Djokovic, on disait c'est plié, c'est Djokovic, et puis terminé. Là, s'il n'est pas là, et il y a des grandes chances qu'il ne soit pas là, surtout qu'on sait que les Jeux Olympiques c'est réellement sa priorité, ça va être compliqué. Et puis alors, par contre, il faut dire un autre truc, c'est que Djokovic, là, il est quasiment sûr de presque pas être au Masters, je crois. Parce que s'il fait pas Wimbledon, avec le parcours qu'il a fait à Roland qui est pas extraordinaire, un Open d'Australie qui est pas extraordinaire, je pense qu'à la race, il doit être catastrophique. Parce qu'il a sa finale à défendre de Wimbledon. Et après, il y aura un US Open, ça on en reparlera, c'est un peu trop loin. Mais c'est vrai que c'est mal barré, ça doit être très mal barré. Donc on est vraiment peut-être sur, enfin, j'ai envie de dire, je voulais terminer avec la boucle que j'ai ouverte au début avec Cerundolo. On est peut-être enfin en ce moment où eh ben, les mecs virent les anciens. Un peu de force. Peut-être que c'est leur corps eux-mêmes qui vont les virer. Mais qu'on va peut-être enfin avoir ce moment de bascule où c'est les Alcaraz, les Sinner, les Tsitsipas, les Zverev et autres qui vont enfin monter sur la table et prendre le pouvoir. Est-ce que c'est le moment? J'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis régalé sur cette finale de Roland Garros et j'ai hâte de voir les Jeux Olympiques et Wimbledon et je serai au rendez-vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!